Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et bien le bonjour à tous mes très chers ruralistes, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne. Je suis Brother Maxou et je vous offre aujourd'hui un nouvel épisode de la rubrique la plus brutale, à savoir Brutal Hammer, la rubrique qui regroupe tous les trucs les plus bourrins de notre Wargame fétiche. Et aujourd'hui, on parle d'un truc proprement terrifiant, il s'agit des machines démons utilisées par nos petits collègues de l'Hereticus Astartes. Donc les machines démons, ça fait longtemps que ça dure, c'est là depuis les tout débuts, c'est là depuis Rogue Trader, c'est là depuis les premières versions d'Epic. Elles se déclinent sous désormais des centaines de formes différentes et ça méritait bien un petit épisode dédié. Mais cependant, il va falloir se montrer précis sur l'appellation machine démon. Car au sein de l'arsenal de nos amis les Space Marines du Chaos et plus globalement de toutes les armées renégates, il existe différents types de machines dans cet arsenal. La première d'entre elles va être communément appelée la machine infernale. Quelque part, on se situe au niveau le plus bas de la classification des machines démons. Une machine infernale, c'est quoi ? C'est tout simplement une machine telle qu'un Rhino, un Predator, un Land Raider, donc dans son état normal qui est animé par un esprit de la machine, cet esprit de la machine, à force d'être exposé aux puissances de la ruine, il va dégénérer cet esprit en quelque chose d'autre. Son noyau mécanique va être de plus en plus corrompu, déformé, et va se révéler être une entité à part entière capable d'être complètement belliqueuse et d'exercer un certain pouvoir sur ces systèmes mécaniques et agissant parfois en contradiction complète avec les intentions de son équipage, de ses artilleurs et des différents servants œuvrant au cœur de cette machine. Donc une machine infernale, c'est ça, c'est tout simplement un esprit de la machine qui a dégénéré, mais à aucun moment on ne parlera ici de démon. Il n'y a pas de démon au sein de ce type de châssis. Une deuxième classification possible, ça va être la machine possédée. Donc c'est encore une fois une machine de guerre qui a été créée au service des Astartes et qui, ici, en plus d'être longuement exposée aux puissances de la ruine, va faire l'objet carrément de nombreux rituels blasphématoires pour y invoquer directement au sein de son châssis un habitant de l'Immaterium, c'est-à-dire un démon qui du coup va se retrouver lié à l'intérieur de la coque métallique qui serait autrement hors de service, inerte. Donc ici, on commence à rentrer un peu plus dans l'appellation machine démon parce que on va commencer à parler de machines qui ont un coût très élevé. Et dans le cas d'une machine possédée, la création de ce type de machine a déjà un coût humain très élevé. Donc ça va être mis au point par les Magos Heretic, qui vont devoir, comme dans tout rituel lié aux puissances de la ruine, qui vont devoir alimenter ce rituel avec énormément de sang et d'âme d'innocents. Mais dans un second temps, une fois qu'on a mis en place cette machine possédée, il va falloir la gérer. Parce que à l'intérieur, on a invoqué un démon, et ces démons, ils font preuve d'une ambivalence complète et peuvent à tout moment se retourner contre leur maître et contre leur créateur. Donc invoquer un démon directement au cœur même d'une machine, on commence à parler d'une entreprise très dangereuse, mais cependant on n'est pas encore au niveau de la sacro-sainte machine démon. Alors la machine démon d'appellation d'origine contrôlée, qu'est-ce que c'est ? Ça commence déjà par un rituel, donc il va être différent que la simple invocation d'un démon au cœur même d'une machine. Alors, venons-en tout d'abord au concept. En gros, ça consiste à quoi de créer une machine démon ? Il va s'agir tout simplement de piéger
un habitant du Warp, de traîner hors de l'immatérium donc un être démoniaque et en dépit de sa volonté et de sa nature. Donc on va le piéger et ensuite on va l'emprisonner avec l'utilisation de rituels impies et de runes de garde afin de conserver son corps éternellement enfermé dans cette machine. Donc, ce rituel, il se fait à 3 personnes, enfin, du moins 3 superviseurs. Il va être mené par un sorcier du chaos, un apôtre noir et un fameux techmancien qui peut être remplacé par un magos noir, enfin bref, un magos hérétèque du Mechanicus noir. Donc ces 3 petits bonhommes, ils vont devoir se rassembler dans une espèce d'alignement impie. Tout d'abord, le sorcier va avoir la première partie du boulot. Le sorcier, il va devoir utiliser les arts de la puissance de la ruine pour affaiblir quelque part le tissu de la réalité et créer un portail à travers duquel un démon va pouvoir être extrait. Ensuite, l'apôtre noir, lui, va devoir implorer les puissances de la ruine pour lier ce résident du Warp à sa propre volonté et ainsi le traîner à travers ce portail que le sorcier a préalablement créé. Donc ensuite, cette entité du Warp, elle va être retenue prisonnière à l'aide de cordes tressées, par exemple avec, avec de la peau de meurtrier, des cheveux du meurtrier, ou avec des chaînes qui vont être faites d'os gravés, d'innombrables runes. Donc à proximité des forges, des âmes de l'immatérium. Donc ce démon captif, il va être ensuite traîné. Donc généralement, il se laisse pas faire, hein. Il hurle, il griffe, et dans la foulée, en fait, il risque de faire pas mal de morts. Et on va le traîner jusqu'aux flammes de la citadelle du Mechanicum noir. Et c'est dans cette fournaise de cette forge qu'ensuite le techmancien, le fameux Warsmith, va prendre le relais et piéger ce démon captif à l'intérieur d'un corps mécanique de sa propre confection. Donc un tel processus, c'est extrêmement coûteux et chaque étape de ce rituel, elle implique souvent une énorme effusion de sang d'innocents par rapport à l'invocation de pouvoirs indicibles. Donc généralement, les servitors, ils vont périr par dizaines avec la création de chacune de ces bêtes démoniaques. Donc c'est considéré par les Chaos Lords comme un revers mineur par rapport à la puissance que vont leur offrir ces monstres. Mais globalement, ce rituel, il va souvent foirer. À vrai dire, le moindre faux pas, toute petite faiblesse de détermination ou toute expression erronée, par exemple en oubliant une inflexion dans une incantation rituelle, tout ça, ça va pouvoir potentiellement entraîner la mort de toutes les personnes impliquées. Donc, on parle quand même d'une entreprise assez périlleuse. Donc voilà, quand ça foire, finalement, dans le meilleur des cas, la convocation du démon échoue, tout simplement. Voilà, il n'y a pas trop d'effet collatéral, donc ça foutra en rogne naturellement le seigneur du chaos au nom duquel cette machine était en train d'être exécutée. Mais au pire des cas, si le rituel foire vraiment, le démon, il va apparaître non lié, c'est-à-dire sans aucune retenue, quoi. Où il va carrément posséder l'un des 3 participants préalablement énoncés. Donc il va pouvoir carrément posséder un apôtre noir, un sorcier ou notre petit techmancien. Et donc dans ce cas-là, naturellement, il va déchaîner une violence assez terrible. Et il y a déjà eu d'autres cas, il y a des précédents où c'est carrément notre team rituel, donc un de ces 3 membres va pouvoir même carrément se paumer à travers le portail que vient de créer le sorcier et va dériver pour toujours sur les courants du Warp, leur corps déchiré en quelques secondes par les prédateurs qui règnent dans cette dimension immatérielle. Donc, vous voyez, créer une machine démon, c'est véritablement un big deal, c'est quelque chose de très dangereux, de très risqué. Mais en tout cas, au terme de ceci, on a
une machine démon, c'est-à-dire un châssis métallique complètement occulte, hein, souvent équipé d'un armement qui est bien souvent traité comme étant hérétique, par exemple par les forges de Mars. Donc on va y retrouver plein d'armes interdites, plein d'armes ésotériques, le Mechanicum noir ne souffrant d'aucune limite en termes de création. Donc on va retrouver généralement un arsenal délirant, quelque chose même en fait dont la forge, je vous ai parlé de cette fameuse forge, le démon qui va être traîné dans la forge, il va être traîné dans une espèce de brasier quelque part, et ce brasier, eh bien, une partie de lui va pouvoir même être incarné au sein même de la machine. Certaines des machines, on le verra par la suite, elles sont complètement animées par une espèce de fourneau intérieur, mais un fourneau directement alimenté par les courants du warp. Donc vous imaginez bien que les armes qu'on va croiser dans tout ça n'auront rien, enfin voilà, ce ne sera pas de l'autocanon et du bolter lourd, on sera sur des trucs bien plus nébuleux et bien plus vicieux. Et donc, si on revient un peu sur le processus de la création, donc ce processus de création, il commence tout d'abord par la fabrication d'un châssis. Donc ça va être le boulot du techmancien. Et il est intéressant de relever qu'en fait, contrairement aux techno-adeptes de Mars, enfin en gros de l'Imperium, quoi, la tâche de s'occuper des machines démons comme ça, par rapport aux techmanciens, elle se fait pas du tout dans le même esprit. Les techmanciens, ce sont des Space Marines du chaos qui possèdent une connaissance tout à fait hérétique des arts sombres et interdits par la techno-sorcellerie. Donc contrairement finalement aux Tech Marines de la Star Cess loyaliste, eux, ils n'auront aucun respect pour le caractère sacré de la machine. C'est-à-dire, il y aura pas vraiment de prière, il n'y aura pas d'huile d'onction, etc. Ils ne reconnaissent aucune limite à leur travail. Ils vont véritablement imposer leur propre volonté à cette machine et vont modifier sa forme en fait par la transgression. Donc, finalement, par la transgression de toutes les lois, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, toutes les lois de ce culte Mechanicus loyaliste. Donc le techmancien, il va toujours être dans une forme de recherche finalement dans l'interdit, de recherche de la transgression du savoir technologique, et va fusionner tout ça pour créer des hybrides mécaniques complètement blasphématoires, et avec la certitude qu'en fait on crée un engin de mort mais également un engin de douleur. Si un tech marine en fait se soucie par exemple du bien-être de son esprit, de la machine qu'il va mettre dans un châssis, le techmancien, il s'en balèque complètement. Il va mettre au point en fait des machines dont la fureur va être nourrie par la douleur. C'est-à-dire que enfermer un démon dans ce type de châssis, c'est la promesse d'une douleur infinie. Ce démon, il n'a rien demandé à personne, il n'a pas demandé à être là, il a été extrait de force du warp pour être enfermé pour tout le restant de son existence. Et ça, c'est le truc clé de la machine démon. Ce sont des machines uniquement en fait mues par la rancune, la douleur. Et cette douleur, quand un démon souffre, naturellement, il répand la mort autour de lui. Et donc, à l'issue de tout ça, à l'issue de ce petit rituel, ok, tout le monde est très content. On a en fait sous nos ordres une machine démon incroyablement puissante, incroyablement agressive, etc. Cependant, il y a le service après-vente qui va piquer un petit peu, parce qu'on va vite se rendre compte que cette machine démon, elle est rigoureusement incontrôlable. Et en dehors finalement des combats, on va bien être souvent obligé de complètement l'enchaîner. Et pour l'enchaîner, croyez-moi qu'il ne suffit pas d'un petit cadenas. Il va falloir, là encore, dresser tout un rituel d'entrave. Donc ça se fait avec des chaînes maudites, hein, là encore, complètement constellées de runes. Bref, en fait, ces machines démons, ce sont comme des chiens ultra violents. Il faut manifestement les enfermer entre chaque théâtre d'opération. Et dès lors qu'on les libère, on court le risque clairement qu'elles pètent un boulon et s'en prennent à nos propres rangs. On le verra ensuite, mais ça malheureusement ce n'est pas vraiment incarné en termes de règles de jeu. Le caractère incontrôlable et infiniment dangereux d'une machine démon, en termes de règles, c'est tout à fait timide et c'est bien dommage.
Et donc pour en finir avec, ce petit processus de fabrication, je vous ai donc parlé, de la forge, hein, qui règne dans chaque citadelle du Mechanicum noir. Donc on a certains, chapitres renégats comme par exemple les Iron Warriors qui sont des spécialistes de ça. Ce sont des forgeurs, ce sont des maîtres forgeurs. La forge finalement, elle s'incarne différemment d'une légion à l'autre. Mais il existe cependant une autre forge et cette forge, elle se situe complètement de l'autre côté du voile. C'est-à-dire, c'est une forge qui existe uniquement dans l'Immaterium et on l'appelle la forge des âmes. La forge des âmes, tout d'abord, elle a un chef. Elle est sous l'autorité du très puissant démon Vashtor l'Archiphane. Vashtor dont on va reparler très très bientôt dans une petite émission de lore. Mais cette forge des âmes, donc qui est uniquement dans l'Immaterium, c'est une espèce de fonderie métaphysique. C'est une machine, quelque part, à conclure des pactes avec des démons, mais des démons qui, là, de leur propre chef, vont souhaiter devenir des machines démoniaques. Donc, en échange d'un nombre convenu d'âmes mortelles, hein, offertes aux forges, la créature du Warp, elle va se jeter dans ces machines et va se transformer en un mélange grotesque d'engins de guerre et de démons. Et cette forge des âmes, finalement, elle assure à Vashtor une espèce de position de marchand d'armes auprès des dieux sombres. Bon, Vashtor qui maintient quelque part une forme de neutralité, mais qui néanmoins assoit sa puissance depuis de nombreux millénaires. Cette forge des âmes, cette fonderie métaphysique, c'est tout simplement la base de sa puissance, une puissance qui devient telle que désormais ce petit père se sent prêt à devenir un autre dieu du Panthéon. Et donc, cette forge des âmes, hein, qui existe au plus profond des désolations du royaume du chaos, cette forge des âmes, elle nourrit mais tout un tas de fantasmes d'ordre visuel. Elle est entretenue par des maîtres forgerons démoniaques. Ces processus infernaux, ils sont alimentés par les âmes de mortels tués par des machines démons que la forge produit. Une des machines démons d'ailleurs qui est née de la forge des âmes, un des plus célèbres, c'est tout simplement le fameux broyeur d'âmes, hein, naturellement, qu'on va retrouver bientôt dans une nouvelle figurine magnifique. Mais cette forge des âmes, c'est tout simplement l'enfer de la machine. Les quelques images qu'on en a qui nous sont décrites en fait dans le lore, c'est tout à fait fascinant. On est sur un territoire mais complètement mutagène, quelque chose vraiment qui d'informel en fait, uniquement composé de machinerie dégueulasse, de mécadendrites, de pistons géants, qui est une terre finalement qui est tout le temps en pleine effervescence, tout le temps en train d'être remodelée par la volonté de son créateur et maître, hein, Vashtor l'Archiphane. Donc dans le lore récent, finalement, on a vu plus d'une fois cette forge des âmes être manifestée dans l'espace matériel. Bon, ça je vous l'ai dit, on en parle très bientôt au sein des arches fatidiques et du coup de Vashtor plus particulièrement. Mais en tout cas, de cette forge des âmes va ressortir une espèce de classe ultime, hein, de la machine démon. On va l'appeler la machine démon manifeste ou incarnée. Donc là, c'est le dernier rang de la machine démon. C'est naturellement le plus rare et du coup le plus difficile à invoquer et à lier. Donc il représente des machines qui sont essentiellement des démons mécaniques, mais qui cette fois vont être invoqués dans leur intégralité ou façonnés à partir de la matière même du warp. C'est-à-dire que là, on n'extrait plus un démon pour l'enfermer dans un châssis, on va tout simplement invoquer un des démons qui est né de cette forge des âmes et qui du coup est une entité à part entière, autant organique que mécanique. Donc il n'y aura pas de rituel pour lier un organisme à une machine. Cette fois, ça vient clé en main. Et donc, parmi ces démons issus de la forge des âmes, donc on y retrouve naturellement le broyeur d'âmes, on y retrouve le grand scorpion d'airain, hein, cette machine par exemple le World Eater ou le Seigneur des batailles. Enfin bref, là on parle des machines démons les plus titanesques et les plus en fait mutantes, parce qu'on parle ici d'un véritable conglomérat entre le métal et la chair démoniaque.
la machine démon, en fait, n'est ni l'un ni l'autre. Elle n'est ni entièrement organique, ni entièrement mécanique, mais plutôt les deux à la fois dans un seul et même corps. Et dans cette classe de machines démons manifestes, on peut retrouver des machines qui semblent être en fait conçues comme étant des parodies véritablement dégradées des propres machines de l'Imperium, comme les Titans, le A-Knight, le Questor, le Subjugator, le Hellscourge, le Hellstrider. Il y en a tout un tas finalement, et certaines sont même encore jouables parmi tout ça. Bon bah du coup, je vous ai fait un petit panorama finalement de qu'est-ce qu'on appelle une véritable machine démon, appellation d'origine protégée, donc à ne pas confondre avec les machines infernales, les machines possédées. En tout cas, le dénominateur commun de tout ça, de toutes ces machines démons, c'est que c'est une véritable folie. Là, on est vraiment dans le blasphème pur et dur par rapport aux machines de l'Imperium, avec un esprit de la machine qui répondent à des prières, qui font l'objet en fait de nombreux soins, de nombreux cantiques par rapport à l'omnimessie, l'onction d'huile sacrée. Bref, on est dans la parodie complète par rapport à tout ça. Ici, tout n'est que folie furieuse. Bon, bah, on va pouvoir commencer à dérouler le casting, quelque part, de toutes ces machines démons. Et on va commencer par les unités qui vont être potentiellement leurs leaders. Et bah, du coup, il est très logique de commencer par le king absolu de la Forge des âmes, à savoir Vashtor l'Archiphane. Je passe sur le lore pour l'instant, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler très vite. Mais du coup, Vashtor, ça nous donne quoi en matière de datasheet? Bah, on est tout simplement sur une espèce de modèle de Primarque démon un peu plus léger, un châssis avec 14 points de vie, endurance de 10, la petite invue qui va bien. Naturellement, au corps à corps, il tape comme un sourd, mais quand même, on n'est pas au niveau d'agressivité, par exemple, d'un Angron, mais son gros marteau, bah, naturellement, il va faire quand même bobo. Cependant, avec du dégât 3, donc c'est pas foufou. Mais Vashtor, bah, déjà, il est d'une classe vraiment inférieure par rapport à un Primarque démon. On parle ici d'une unité à 175 points. C'est tout simplement le tarif d'un gros Dreadnought. Mais en fait, en termes de jeu, il va plutôt nous servir de totem, et particulièrement de totem au sein d'une armée principalement composée justement de machines démons. Et donc bah, ça se manifeste par déjà sa petite aura. Tant que vous avez une machine démon à 6 pouces de lui, vous allez ajouter 2 à la force en fait de toutes les armes dont sont équipées cette machine démon. Donc bah, plus 2 en force sur des armes de tir, ça permet en fait généralement d'exploser un bon palier, sans parler du corps à corps où là vous allez avoir carrément des machines démons qui vont pouvoir cogner à force 14 ou 16. Bah déjà une petite aura franchement qui fait du bien et qui fait peur, surtout lorsqu'on parle de tir. Et ensuite, bah, on insiste sur le caractère un peu d'ingénieur de Vashtor l'Archiphane, finalement, à qui toutes les sphères mécaniques et industrielles vont répondre à sa propre volonté. Bon, c'est très timidement incarné en termes de règles lorsqu'on sait en fait ce dont est véritablement capable ce potentiel 5e dieu du Panthéon. Voilà, pour un dieu potentiel, honnêtement, c'est un petit peu léger. La règle vous dit tout simplement que dès qu'il se fait cibler à plus de 18 pouces par du tir, il gagne le mot-clé discrétion, et que les armes qui vont lui tirer dessus vont gagner le mot-clé hasard 2. Donc là, ici, en fait, ça peut potentiellement être délirant. S'il y a, par exemple, une grosse plateforme de tir comme un répulsor qui est équipé de nombreuses armes, eh bien, toutes ces armes vont gagner le profil hasardeux, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un jet de dés pour chacune d'entre elles. Bon, c'est rigolo, mais honnêtement, ça ne casse pas des briques pour Vashtor l'Archiphane, qui, en termes de lore, mais est une horreur absolue. Ici, franchement, on n'y trouve pas vraiment la grosse menace qu'il est censé incarner. Et pour finir, ce Vashtor, il va gagner le mot-clé Lone opératif dès lors qu'il se rapproche d'une de ces machines démons.
Donc bref, en gros, on aurait bien tort de se priver de Vache Thor dès lors qu'on joue en fait un détachement qui tourne autour de ces machines. On en reparlera plus tard. Mais bah ouais, c'est pas. Il manque clairement de patates. Il manque clairement de résistance aussi, hein, parce qu'il est à peine plus solide qu'un autre Redemptor. C'est quand même un petit peu léger. Il n'a pas vraiment de mécanique de résilience non plus. Bon, le loan opératif demeure quand même très précieux. Bref, ici, quand on lit la datasheet, finalement, on a du mal à l'imaginer autrement qu'à une espèce de totem pour machine démon de tir. Si on l'expose trop et qu'on le fait foncer dans le tas, il y a de grandes chances en fait qu'il prenne la poussière, tandis que avec son petit loan opératif autour de ses machines, avec en fait la règle qui donne le mot-clé hasardeux à tout ce qui lui tire dessus, tout ça finalement ça le rend quand même plus sexy. Donc Vache Thor finalement il sera très bien pour garder votre zone de déploiement et être accompagné par 2 machines démons bien couillues. Donc datasheet quand même un petit peu décevante par rapport à ce qu'est censé incarner ce personnage véritablement très très riche. On va ensuite parler d'un autre petit QG qui aura toute sa place parmi une armée de machines démons. Il s'agit du Seigneur de la Discorde, donc le fameux Lord Discordant. Donc ici, on ne parle pas d'une machine démon à part entière, on parle tout simplement d'un Chaos Lord, donc c'est-à-dire un seigneur du chaos, qui a une appétence toute particulière pour la création de machines démons, à tel point qu'il va en chevaucher une à part entière. On l'appelle cette espèce de monture le Hellstalker. Donc finalement, il n'y a rien de plus à dire que ça. C'est tout simplement un Chaos Lord qui tourne beaucoup, qui est beaucoup affecté par tout ce processus en fait de création de machines démons. Tout simplement, c'est un Chaos Lord qui kiffe les machines démons. En termes de lore, on n'a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Cependant, la figurine, en fait, elle en jette tellement que, pour moi, en fait, c'est tout simplement le leader idéal, en fait, d'une faction de machines démons. Il a tout simplement une gueule terrible. La figurine est véritablement magnifique. Et donc sur le champ de bataille, ce seigneur de la discorde, il va avoir une appétence toute naturelle pour le corps à corps. Il va hurler des litanies dans une langue incompréhensible des mortels. Il va faire crépiter de douleur les systèmes de communication, émetteurs Vox et l'odaphone qui l'entourent. Et sa présence, en fait, elle va avoir tendance à court-circuiter les machines dénuées de présence démoniaque, dont les activateurs, servomoteurs et systèmes de visée vont avoir tendance à tomber en panne. Donc il agit en fait, du moins dans le lore, comme une espèce de perturbateur de toutes les machines qui vont l'entourer. Et concernant sa monture, donc une espèce de grosse araignée, donc le fameux Hellstalker, ce Hellstalker, il va employer un découpeur à magma pour lui, en fait, éventrer les véhicules, tandis que d'autres vont utiliser des énormes seringues, vont injecter à même les véhicules ennemis des anticodes hérétiques et des dataphages démoniaques pour corrompre, en fait, leur propre circuit de la machine. Et dans son petit travail de tous les jours, ce seigneur de la discorde, quelque part, il va être autant un techmancien. Lui-même, en fait, va faire dans la création de châssis. Il va fouiller les champs de bataille pour trouver des épaves, des débris en quête de machines conservant des vestiges de force motrice qu'il va pouvoir corrompre. Donc, il est quelque part également un ingénieur, un scientifique. Et naturellement, à travers les différents dieux, on va retrouver certains types de lords discordants qui vont être affiliés à Khorne, Tzeentch, Nurgle, etc. Donc franchement, personnage très intéressant qui peut prendre 1001 formes. Ici, clairement, si vous voulez jouer de la conversion, en fait, on peut incarner la chose sous un cavalier du chaos qui enfourche en fait une énorme bête, moitié organique, moitié machine. Donc tout à fait cool, franchement une source potentielle de kit bash vraiment intéressant, ce Lord discordant. Du côté de la datasheet et de la table de jeu, on est déjà sur un gros socle, c'est une figurine assez massive, 10 points de vie, endurance 9, c'est pas très costaud.
Et du côté des habiletés, donc on va retrouver en fait ce dont je vous parlais, cette faculté à corrompre les esprits de la machine l'entourant. Et ça, au début de votre phase de tir, vous allez sélectionner un véhicule ennemi à 12 pouces et vous allez lui envoyer quelques petites mortelles sur un jet de dés heureux. Donc petit bonus quand même pas négligeable, hein, distribuer des mortelles sur un véhicule, c'est tout à fait précieux. Et d'autre part, au début de votre phase de tir, vous allez choisir un autre véhicule ennemi et vous allez le cibler. Et une fois ciblé, ce véhicule, bien, à chaque fois qu'un élément de votre armée va lui tirer dessus, enfin va faire une attaque dessus, ça marche aussi au corps à corps, il va accéder à une petite relance des blesses de 1. Donc très cool quand même, hein, on peut véritablement mettre la misère à un véhicule, c'est plutôt pas mal. Mais néanmoins, là encore, je trouve que ça reste timide en termes de règles. On aurait voulu par exemple un lore discordant qui met des malus au mouvement, qui met des malus au tir ennemi, voilà, qui corrompt véritablement un esprit de la machine. Ici, on va se contenter de lui balancer quelques mortels et de lui donner un petit bonus de dégâts, mais bref, à rien de trop foufou. Et du côté de l'armement, il est quand même armé comme une grosse brute, hein, ce lord discordant. Il a accès à des armes de corps à corps pas négligeables, hein. Le mec va faire quand même du dégât 3 avec de la force 8. Il a des petites extra attaques de partout via ses mécas dendrites et tout. Un profil qui déconne 0. Vous n'avez pas du tout envie de le voir rentrer dans votre escouade de Terminator. Et concernant sa monture, le Hellstalker, eh bien, il a un Magma Cutter, hein, qui est une espèce de gros fuseur. Il a accès à un autocanon aussi, et même à un petit lance-flamme de dégâts 2. Hein. C'est un gros lance-flamme qui fait un peu le même genre de bobo que les lance-flammes les plus dangereux de la Death Guard. Enfin bref, une unité quand même qui fait pas dans la dentelle. Elle coûte 160 points. Honnêtement, elle est quand même difficile à jouer parce que assez peu résiliente, hein, 10 points de vie, ça part très vite, même avec une invue. L'endurance de 9, c'est quand même assez confortable, mais en gros, il va falloir quand même la faire avancer, planquer. Et ici, vous n'aurez pas accès à du loan opératif dès lors que vous êtes proche d'une machine démon. Et à vrai dire, c'est un peu ce qui lui manque à cette datasheet, mais néanmoins, quand même un seigneur de guerre très sympa, plutôt bien adapté à mon sens pour de la liste à 1000 points. Pour de la liste à 1000 points, on n'a pas de scrupule à mettre un peu plus de 150 points dans ce genre de perso. Et puis bon, comme je l'ai dit, la figurine, elle s'impose d'elle-même. On a tous envie de la peindre celle-là, même si c'est pas une mince affaire. Et pour finir, du côté du quartier général, on va inévitablement retrouver l'équivalent de nos Tech Marines Astartes. Il s'agit tout simplement des Techmanciens, donc des fameux Warp Smiths, les maîtres de la forge, donc ceux qui sont directement responsables de la construction des châssis dans lesquels vont être enfermés nos démons extraits de force du Warp. Là, pas de surprise, on est sur tout simplement un profil de Tech Marine, donc on gagne le loan-up dès lors qu'on est proche d'un véhicule. On va pouvoir cibler un de nos véhicules alliés à notre phase de commandement de manière à le soigner et à lui donner un petit boost de jet de touche, donc un plus un hit. Donc tout simplement très sympa. Et petit bonus et non des moindres, vous allez pouvoir faire enrager les esprits de la machine proche de vous. Donc à la fin de votre phase de mouvement, vous choisissez un véhicule ennemi et il va devoir subir un test de Battle Shock à effet immédiat. Donc quelque chose qui peut être très précieux pour enlever, par exemple, pour être sûr lorsque vous cibliez un Land Raider qu'il n'ait pas accès à une petite armure du mépris. Donc c'est très cool, on est sur un personnage pas très cher, hein, 70 points. Néanmoins, il lui manque cette règle rigolote qui accompagne en fait les éléments de l'Astartes. Un Tech Marine de l'Adeptus Astartes, dès lors qu'en fait une de ces précieuses machines pète à sa proximité, il va devenir furieux et il va se rajouter plein d'attaques pour manier sa hache de l'Omnimécie. Ici, on ne retrouve pas ça. C'est un peu con parce que c'est une règle plutôt sympa, mais bon, on est quand même sur des profils tout à fait équivalents. Ici, par contre, petit coup de gueule par rapport à la figurine qu'ils se sont crus obligés de foutre sur un socle ovale, tout simplement à cause de sa longue cape qui traîne. Bon,
Moi, je déteste les socles ovales pour les persos, donc foutez-moi ça sur un gros socle de 50, ce sera tout simplement beaucoup plus joli. Et la figurine en elle-même, elle est quand même très sympa, mais par contre, ouais, le socle ovale, pour moi, c'est une faute de goût impardonnable. Bon, bah maintenant qu'on a regroupé le petit casting dédié quelque part au commandement de nos machines démons, donc bah, naturellement, ces personnages, vous allez les jouer dès lors que vous allez faire des listes machines démons, ça c'est une évidence. Deux decks manciens et un lorg de discordant, ça me paraît être tout à fait une excellente base. Et pour les très gros formats, bah, libre à vous de faire péter Vashtor l'Archifan. Vous auriez bien tort de vous en passer, d'autant plus qu'on n'est pas sur... on n'est pas du tout sur une datasheet abusée ni complètement pétée. Vashtor, ça demeure assez friendly et vous pouvez tout à fait ramener ça, même y compris dans des petites parties narratives. Bon, bah, on va pouvoir commencer à parler des grosses bestioles. Bon, allez, et je vais commencer par ce qui est sans doute l'une des plus brutales d'entre elles. Il s'agit du Ferrocentaurus. Le Ferrocentaurus que vous avez obligatoirement croisé sur un champ de bataille. Si vous jouez à Warhammer 40 000, tout le monde a eu affaire à cette puissance de feu, mais complètement abusée. Mais restons-en sur la forme pour l'instant. Le Ferrocentaurus, comme son nom l'indique, eh bien, il ressemble à un énorme centaure mécanique dont le torse arbore deux énormes bras équipés d'armes lourdes de tir. Là, on est sur la variante de tir. Donc ces armes, sans surprise, elles sont des espèces de parodies de lance-plasma lourd, comme on le retrouve par exemple sur un Dreadnought Redemptor. Et ces armes, eh bien, elles rejoignent ce dont je vous parlais précédemment. C'est que lorsqu'une machine démon est forgée dans la citadelle du Warp, eh bien, une partie de la chaleur utilisée pour sa fabrication, elle va être transférée dans le cœur de l'engin lui-même. Donc on parle véritablement d'une véritable machine fourneau. Et bah, ce fourneau qui doit grave puer, il alimente la machine démon et lui permet également de se mouvoir ainsi que, évidemment, de faire feu avec ses armes. Donc on parle pas du tout de projectiles ordinaires ainsi que crache un Ferrocentaurus, mais plutôt de salves d'obus à phosphore amenées jusqu'au canon de ses armes par le réseau de câbles métalliques qui relie ces dernières au fourneau qui anime l'engin. Donc on parle tout simplement d'armes qui dégueulent du warp pur, de l'énergie warp pure, et vous allez le voir, ça fait très très mal. Donc parlons un petit peu de la figurine déjà. Un Ferrocentaurus, ça a quand même une sacrée gueule. Donc le kit est très bien fichu, donc il vous est offert dans une seule variante qui va pouvoir vous permettre d'assembler les versions de tir et de corps à corps. Et mine de rien, dans ce kit, on a quand même pas mal d'options pour varier les plaisirs et on peut très bien en fait assembler 3 châssis de type Centaurus complètement différents. Donc parlons un petit peu de ce Ferrocentaurus, donc de ce Forge Fiend en termes de datasheet. Donc on est sur un socle encore une fois très balèze, un socle ovale de 120 sur 90. Et là on va parler un petit peu de son armement qui est une véritable purge. Je pense que voilà, vous l'avez forcément déjà affronté ce petit père. J'ai déjà vu des Ferrocentaurus enlever des escouades de 20 ou 25 gars en une seule activation. Ce truc est tout simplement une horreur. Donc déjà, dans cette variante de tir, on peut en avoir 2 à part entière. Une qui va être équipée entièrement d'autocanons, donc très cool. Très cool, moi j'adore ça les autocanons. Là vous avez une véritable grosse saturation de dégâts 2, donc toujours avec une faible PA, c'est le défaut de l'autocanon, mais néanmoins lorsque vous vous tapez 12 tirs de force 8 dégâts 2, ça déconne pas trop. Donc ça c'est déjà la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire 2 Ferrocentaurus de tir, chacun armé différemment. Mais le gros morceau, ça va être la variante équipée de canons ectoplasme, ces fameux canons qui vont dégueuler de l'énergie warp pure. Vous pouvez équiper votre Ferrocentaurus de 3 de ces canons ectoplasme. Chacun d'entre eux, il va faire des 3 attaques, mais
avec le Blast, force 10, PA-3, dégâts 3. Donc là, lorsque vous regroupez 3 de ces canons et que vous ciblez une grosse unité, typiquement une phalange de 20 guerriers Nécrons, c'est une véritable tempête de tir qui va s'abattre sur vous. Cependant, il y a un prix à payer. Déjà, l'habileté de ce petit père, ça va être de dire à chaque fois que je tire, mes armes vont gagner le mot-clé Devastating Wounds et hasardeux. Donc, hasardeux, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez tirer avec vos 3 canons ectoplasme, il va falloir jeter 3 dés. Et pour l'avoir déjà vu de mes yeux, le triple 1, il est possible. Et franchement, ça fait bien plaisir de voir cette saloperie se prendre 9 PV cash dans la fifouille. Mais honnêtement, ce canon ectoplasme là, il est pété. Il n'est pas pété lorsqu'on lit la datasheet, mais lorsque vous l'additionnez avec déjà la règle de faction, donc c'est-à-dire les Dark Pact, c'est-à-dire que tout ça, vous allez pouvoir lui donner le Sustained. Honnêtement, quand vous tirez dans un pack de 20 là, avec le sustain, avec le mot-clé blast, avec une force, mais voilà, vous allez blesser à 2 toute l'infanterie. La plupart des soldats n'auront aucune sauvegarde face à ça. Et du dégât 3, honnêtement, c'est une vraie purge, quoi. Si vous ciblez une escouade gigantesque de 10 Terminator, elle va prendre super cher. Et par contre, au corps à corps, il fait rien. Voilà. Au corps à corps, on est relax, CPA 0, on est quand même sur du dégât 2, mais avec ses grosses patounes, il va avoir du mal à faire mal à qui que ce soit. En tout cas, Ferro Centaurus, c'est vraiment une datasheet redoutable. Et moi, je trouve la variante avec autocanon plus viable, plus sympa pour votre adversaire, mais néanmoins qui ne plaisante pas du tout non plus. Et on peut enchaîner tout de suite avec la variante de corps à corps, le Ferro Cerberus. Et cette fois, il s'appelle le Mauler Fiend en anglais. Donc le Ferro Cerberus, c'est tout simplement exactement le même châssis de Centaure, mais qui là va être taillé pour le corps à corps. Donc là, ce qui est sympa dans le lore, c'est qu'on insiste sur le fait que ce truc, il peut se déplacer un peu comme il veut. Il plante aussi bien ses bras que ses jambes dans le sol pour avancer, et ça le rend capable en fait de franchir des parois verticales. Donc ça, apparemment, c'est quelque chose qui a été mis au point par les Iron Warriors qui se servent de ces Ferro Cerberus pour gravir les fortifications ennemies. Donc ils en lâchent une véritable horde, qui va monter directement sur les remparts et se lâcher au sein même de l'enceinte ennemie. C'est très cool. Franchement, on imagine la vision d'enfer que c'est d'avoir une meute de Ferro Cerberus complètement lâchée sur une citadelle ennemie. Ça doit être absolument terrifiant. Donc ici, du côté du fleuve, ça s'arrête là. On insiste juste sur le fait que ce truc a été créé pour délivrer de l'énorme tatane. Et faut dire que ça ne déçoit pas. Parce qu'en termes de tatane, ce petit fifou, il va pas être au même niveau, par exemple, qu'un Dreadnought Redemptor. Les Dreadnought Space Marine, voilà, ils cognent avec du dégât 3, y compris la variante de corps à corps, le Brutalis. Ici, non, on va cogner directement à dégâts D6 plus 1. C'est tout à fait énorme, là, 6 attaques de force 14, PA-2, dégâts D6 plus 1. C'est chaud, il cogne mais véritablement très très fort, et il est tout à fait capable de vous ouvrir un Land Raider en 2 sans effort. En plus de ça, il est équipé quand même d'un Magma Cutter, comme le Hell Strider que chevauche le Lord Discordant, une espèce de fuseur ultra puissant mais à très courte portée cependant. Donc très cool. Et en plus de ça, on a également des espèces de méca d'androïdes qui nous font des petites extra attaques de saturation. Bon, par contre, il nous manque quand même cette règle marrante qui consiste à faire franchir des distances verticales. Mais bon, c'est bien que dans les règles actuelles du jeu, les décors, des règles, il y en a vraiment pas beaucoup. Et histoire de franchir les distances verticales, est-ce qu'on aurait pu voir en fait ce Ferro Cerberus être capable en fait de traverser les ruines ennemies
Bon, ça le rendrait peut-être un peu trop fort quand même, mais là, tout ce que vous aurez à dire concernant les règles spéciales liées à cette faculté, c'est que vous allez pouvoir ignorer tous les modificateurs de mouvement, d'advance et de charge. Bon, des modificateurs de mouvement, ça ne court pas les rues en termes de règles. Lui, il va les ignorer. Bref, c'est tout ce qu'on aura à se mettre sous la main en termes de règles spéciales. Mais néanmoins, ça nous fait une très belle paire de toutous, hein, tout ça. C'est Ferrocentorus et Ferrocerberus sous la forme d'un seul et unique kit. Il y a quand même moyen d'en faire pas mal, hein, des kits comme ça. Et moi, c'est vrai qu'en fait, au sein même d'une armée de machines démons, j'imagine bien 2 versions de tir, hein, donc avec les 2 versions d'armement différentes et un gros toutou dédié au corps à corps. En plus, celui-là, il est quand même moins cher en points. Donc là, pour 500 points, vous avez les 3 variantes à peu près. Bon, on aurait bien tort de s'en passer dès lors qu'on parle d'une armée de machines démons. On va enchaîner sur une petite entorse à la règle, car ici on ne va pas parler d'une véritable machine démon, mais plutôt d'une machine possédée. Donc la deuxième catégorie, il s'agit tout simplement du Meta Brutus. Donc le Meta Brutus, il était difficile pour moi de ne pas en parler dans cette émission Machine Démon, parce que visuellement, ça correspond tout à fait au cahier des charges. Cependant, elle n'est pas, cette machine, le produit en fait de ce rituel dont on parlait au début. Il s'agit tout simplement d'un Dreadnought qui a complètement dégénéré et qui est devenu une créature complètement incontrôlable. Bon, les Métabrutus, je pense que tout le monde adore. Cependant, là, on parle d'un des maillons les plus faibles de la gamme Space Marine du Chaos en termes de figurines, parce que tout ceci a vraiment vieilli. On est sur une taille de châssis comparable à celle des Dreadnought à Star Test Firstborn, donc un peu tout petit, hein. Quand vous le mettez à côté d'un Ferrocentorus, honnêtement, ça saute un petit peu aux yeux. Mais néanmoins, c'est quand même sympathique, un Meta Brutus, il a une bonne boubouille, et surtout, il représente en fait une offre désormais un petit peu oubliée, hein, dans Warhammer 40 000, c'est-à-dire un kit en fait avec un nombre d'armes complètement dément. Donc on y retrouve cet esprit un peu qui est celui des Dreadnought à l'Horus Hérésie par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez aligner 3 Meta Brutus chacun avec une paire d'armes différentes. On peut en faire une énorme plateforme de tir, on peut en faire un monstre de corps à corps avec une arme de corps à corps dans chaque main, ce qui va lui donner plus de attaques, hein, à ce profil d'arme. Bref, c'est tout à fait cool quand même, un petit Meta Brutus, mais désormais, c'est un peu difficilement défendable en termes de règles, parce que au-delà d'avoir pris un coup de vieux en termes visuels, il a également pris un petit coup de vieux en matière de datasheet, hein. Un Meta Brutus, c'est seulement 8 points de vie. 8 points de vie en l'état actuel du jeu et de sa violence. Honnêtement, il n'y a pas énormément de scénarios où votre Meta Brutus est toujours sur la table au tour 4, hein. Ça me paraît difficile. Mais néanmoins, j'étais quand même un petit peu obligé d'en parler. Même si c'est pas de la vraie machine démon, on est un peu sur l'ancienne génération de machines démons. En tout cas, s'il vous prend l'envie quand même d'en faire un, mais avec des standards visuels et de modélisme supérieurs, donc des standards plus en fait dans l'air du temps, rien ne vous empêche de vous en faire un à base de châssis Redemptor, hein. On a vu ça de nombreuses fois sur les réseaux, c'est tout à fait glorieux. Bon, naturellement, on va jouer avec une datasheet qui n'est pas vraiment adaptée à la gueule que ça a, mais il y a fort à parier que ce Meta Brutus fasse un jour sa réapparition sous la forme d'un kit magnifique et tout à fait dans l'air du temps. Mais si on prolonge un peu ce thème du Dreadnought un peu machine démon, on trouve également le Decimator, hein. Donc le Decimator qui avait été à l'époque, à l'ère de l'hérésie, une espèce de réponse face au schéma du Dreadnought Léviathan. Bon, le Decimator, c'est toujours jouable en catégorie légende. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que c'est un Dreadnought en plus gros. Donc là, on n'est toujours pas non plus dans de la machine démon
pur et dur, mais un décimator, lorsque vous jouez par exemple Iron Warriors, évidemment que vous avez envie de vous en taper un. Donc ça, c'est une offre en Forge World, hein, c'est une figurine Forge World. Moi, je suis toujours très très amoureux de ce décimator. Donc là encore, la datasheet a pris un solide coup de vieux, mais néanmoins, libre à vous de vous faire plaisir. Et cette fois, par contre, l'option, par exemple, convertir un Redemptor pour le jouer avec la datasheet d'un décimator, ça me paraît beaucoup plus défendable. Bon, retournons dans les rangs des véritables machines démons avec celle qui est peut-être bien ma préférée. On va pas se mentir, il s'agit du Métadrak. Le Métadrak, donc cette espèce de machine démon des airs en forme de dragon un peu hérétique et blasphématoire. Donc le Métadrak, ça a été conçu comme une espèce de comète vivante qui sert avant tout à démanteler les aéronefs ennemis qui oseraient lui contester la suprématie des cieux. À savoir que le Métadrak, honnêtement, dans toute la Black Library, dans toute la littérature Warhammer 40 000, c'est quelque chose d'omniprésent. Dès lors qu'en fait on a des batailles impliquant le chaos, il y a du Métadrak partout. Il les déploient en fait en espèce de nuée autour de leurs vaisseaux amiraux ou tout simplement à lâcher sur un champ de bataille pour anéantir les chasseurs ennemis et également répandre la terreur au sol. Un Métadrak, c'est quand même un superbe morceau et c'est également un kit de modélisme parmi les plus redoutés de la gamme entière de Warhammer 40 000 par rapport aux potentielles difficultés que vous allez rencontrer en termes de peinture. Et donc ces Métadrak, qui étaient autrefois de nobles appareils pilotés par des Space Marines, ils ont muté depuis en monstres ignobles. L'énergie du Warp les a gratifiés d'un aspect en fait beaucoup plus adapté à ce qui est censé être leur rôle de prédateur et évidemment à leur esprit retorse. Et donc, bien que les Métadrak, en fait, ils possèdent des grandes ailes et des puissants réacteurs qui sont communs finalement à tous les chasseurs de l'Adeptus Astartes, la ressemblance, elle s'arrête là. Ils n'ont pas vraiment l'apparence d'un aéronef ou d'un vaisseau de chasse. Ils ressemblent plus à des reptiles démoniaques ailés. Et ici, encore une fois, c'est quelque chose d'un peu différent que le rituel démoniaque et qui consiste à enfermer un démon dans un châssis. Ici, on parle véritablement d'un avion qui avait un pilote et qui a dégénéré, mais en conservant en fait une vraie appellation de machine démon. Donc on parle d'une transformation lente et tout d'abord physique, c'est-à-dire que le pilote va se recroqueviller dans son cockpit jusqu'à ce que ses sens fusionnent avec les capteurs de son engin et qu'il parle directement par le biais de ses haut-parleurs. Et quand le Métadrak achève sa mutation en machine démon, c'est l'esprit du pilote qui est complètement absorbé. Et après des siècles passés à parcourir le Warp, le Space Marine, il va devenir ainsi l'enclave de son propre engin. Et là, encore une fois, on a recours à ce concept de douleur, parce que ce pilote qui est de plus en plus se recroqueviller au sein de sa machine, qui est quelque part en fait laissé à l'état de fœtus piégé, il n'est plus que douleur, et une douleur qui va devenir le nouveau cœur corrompu de cette désormais machine démon. Donc c'est-à-dire que piégé et soumis au désir violent des démons avec lesquels il partage sa prison d'airain, ce Space Marine décharné, il va hurler en permanence son désespoir, sa rage, et ses cris, ils vont être relayés par les haut-parleurs du Métadrak et magnifiés dans des espèces de rugissements qui vont plonger les guerriers dans la terreur. Donc généralement, quand un escadron de Métadrak arrive sur vous, en premier lieu, c'est une espèce de tempête de hurlements, quoi. Et concernant leur déploiement, c'est assez marrant parce qu'en fait, ces Métadraks, ils vont se replier un petit peu comme des chauves-souris. C'est-à-dire, ils vont par exemple s'agripper sur un avion du type un gros machin, du type Thunderhawk ou Storm Eagle. Ils vont se regrouper sur son ventre avec les ailes un peu repliées à la manière des chauves-souris. Et les griffes, elles vont serrer fermement les excroissances du fuselage.
Donc on est vraiment en fait quelque part entre l'animal et la machine, voilà dans les comportements un peu prédateurs. C'est tout à fait cool, hein, un Métadrax, c'est vraiment de toute beauté quoi. Mais il demeure toujours un certain mystère finalement autour de la création de ces Métadrax. Dans les archives impériales, nul ne sait trop si finalement cette véritable transformation en machine démon est due soit par voie naturelle, soit par intervention de rituels menés par un sorcier du chaos ou directement, pourquoi pas, l'attention des dieux sombres eux-mêmes. Bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'un processus véritablement hideux, hein. Les ailes se divisent et changent de forme, les machines se reconfigurent, les trains d'atterrissage se transforment en griffes sauvages, le cockpit de l'appareil il recule de plus en plus et une armure se forme au-dessus de sa verrière jusqu'à former une véritable prison. Donc ce qui était autrefois un aéronef de chasse devient une espèce de créature dragon, prédatrice, mais au cœur de laquelle demeure encore un homme qui souffre en permanence, quoi. Et du côté de la datasheet, ça ne surprendra personne, hein, mais on n'est vraiment pas du tout dans la version de Warhammer 40 000 qui fait la part belle aux aéronefs, et ça nous donne un profil un peu puant, qui coûte plus de 200 points, encore une fois 12 points de vie, endurance 9, c'est pas bien costaud, et l'armement, il est vraiment très très chiche, parce que vous aurez juste un autocanon, un petit lance-flamme et des griffes qui vont vous permettre d'agripper les autres aéronefs ennemis, parce que ces griffes, elles vont avoir le mot-clé anti-fly de plus. Bon, ça vous permet également de saisir au passage, par exemple, des Space Marines avec réacteurs dorsaux, mais on va pas se mentir, ça fait pas grand-chose. Un autocanon, un lance-flamme, bon, un lance-flamme à dégâts 2 quand même, hein, c'est pas rien non plus. Mais c'est un peu chiche. Là, on est à plus de 200 points. Et quand vous voyez un peu pour moins cher ce que vous offre par exemple un Ferro Centaurus, le Eldrake, en l'état, il est assez peu défendable. Mais néanmoins, on va le jouer quand même parce que c'est une figurine de toute beauté. Sur un champ de bataille, un Métadraque, mais ça a une gueule absolument terrible. Ok, ça représente potentiellement un cauchemar de peintre, hein, parce que là, du trim, il y en a véritablement à gogo, hein, c'est tout simplement un gros chantier. À mon avis, il y a des heures et des heures passées uniquement sur les trims. Mais quelle tronche ça, c'est véritablement massif, hein. En plus un Métadraque, c'est vraiment une grande figurine. Moi, franchement, je n'imagine pas une armée de machines démons sans ce truc-là, hein. C'est beaucoup trop glorieux pour ne pas être joué. On va enchaîner sur un truc le plus petit et assez particulier. Il s'agit de la Métaragne. Métaragne. Bon, je ne sais pas trop. En tout cas, en anglais, ça s'appelle le Venom Crawler, donc absolument rien à voir. Et ce petit Venom Crawler, il est assez particulier. Donc, c'est une espèce d'horreur, on va pas se mentir. C'est une espèce d'araignée avec un cul énorme. Et à vrai dire, ce cul énorme, il a une raison physique. On parle ici d'un aspirateur à énergie warp. Donc ça peut sembler tordu, mais ce Venom Crawler, il va servir pas mal d'outil de maintenance. Donc c'est une des bestioles préférées des techmanciens parce qu'elles peuvent engouffrer, emmagasiner de l'énergie warp pure. Donc physiquement, on est sur un machin, voilà, une grosse araignée qui va s'élancer en martelant le sol avec ses pattes complètement truffées de lames. C'est un grotesque amalgame de métal et de chair d'entités démoniaques. Elle siffle, elle grogne, elle se rue sur sa proie. Donc on est quasiment sur quelque chose de complètement animal, quoi. Donc son réservoir à énergie warp situé dans son popotin va naturellement lui servir d'alimentation pour ses armes de tir. On verra ce que ça donne après en termes de règles. Et à très courte portée au corps à corps, et elle est assez munie finalement de griffes acérées pour se révéler tout à fait mortelle, que ce soit sur de l'infanterie lourde ou des véhicules légers. Donc, comme toute machine démon, ces métaragnes, elles sont l'œuvre des techmanciens du Mécanicum Noir. Leur carcasse arachnoïde, elle est formée dans des usines impies. Et lors d'un rituel hérétique, des entités parasites sont attirées du warp pour infester cette effroyable machinerie. Et donc, lors du procédé,
La présence démoniaque la plus forte, elle est liée au châssis du Venom Crawler dans un état de symbiose définitive, tandis que les entités inférieures sont simplement dévorées et stockées dans son popotin. Donc on parle véritablement d'un absorbeur de démons. Sa coque métallique, quand elle fait ça, elle se distend affreusement pour les contenir, pour créer un réservoir d'énergie empyréenne. Et du coup, outre leur utilisation sur un champ de bataille, ces métaragnes, ensuite, elles vont former des espèces de serviteurs au sein même des forges du Mechanicum noir et elles vont servir d'agents de maintenance. Par exemple, lorsqu'un rituel déconne et qu'il y a des entités du Warp qui s'échappent accidentellement au travers du portail, ces métaragnes, elles vont leur courir après pour les aspirer. Donc on parle véritablement d'un aspirateur à énergie Warp. Et cette énergie, qu'elles stockent de plus en plus dans leur popotin, elle peut ensuite être utile à d'autres choses et va être siphonnée, par exemple, pour créer de nouvelles machines démons. Donc voilà, on est un peu sur une machine à tout faire qui peut être mise à contribution au combat, mais également pour affaiblir la trame de la réalité en expirant l'énergie warp qu'elle contient dans son corps. Donc machine démon assez finalement atypique. Et du côté du châssis, donc de la datasheet, on est sur un petit machin qui coûte 110 points, mais qui, à mon sens, est très concluant. 9 points de vie, endurant 9, save à 5, donc quand même un châssis plutôt costaud. Et un châssis qui est bon à tout faire, hein. Ça tire un petit peu. 6 attaques de tir de dégâts 2 quand même, à force 6. Au corps à corps, ça tape à peu près comme un custodes, hein, donc ce n'est pas négligeable. Et à la fin de la phase de combat, si en fait cette métaragne a tué quelque chose, jusqu'à la fin de la bataille, vous allez ajouter 1 à sa caractéristique d'attaque de mêlée. Donc là encore, c'est une règle un peu timide pour illustrer le fait que ce petit aspirateur à énergie en fait gagne en puissance en aspirant les âmes de ses proies. Bon, plus une attaque de temps en temps, c'est pas ça qui va la rendre exceptionnelle. Par contre, c'est quand même une petite unité sympa qui bouge vite. Vraiment, puis qui a accès naturellement, comme toute machine démon, au pacte sombre. Hein. Donc pour moi, c'est plutôt un bon plan, finalement, ce petit Venom Crawler. Mais on va passer sur quelque chose de beaucoup plus gros. Je vous laisse imaginer le truc, c'est jusqu'alors on parle de machines démons qui enferment en leur sein une entité assez mineure. Imaginez un peu qu'on relie par exemple un démon majeur à un châssis de machine démon. Imaginez que l'on prenne le plus violent d'entre tous, un buveur de sang. On enferme ce buveur de sang dans un châssis. Ça nous donne le fameux Seigneur des crânes. Car ouais, le Seigneur des crânes, World Eater, du coup, il est animé par l'esprit rageur d'un buveur de sang enchaîné à l'intérieur de sa coque et alimenté par le sang bouillonnant de meurtriers sacrifiés. Donc là, on est sur une machine de guerre, mais qui incarne la violence la plus totale, hein. Elle est munie d'un hachoir géant, elle se meut en fait sur des chenilles absolument gigantesques. Et naturellement, auprès des armées issues des rangs de Khorne, que ce soit démons de Khorne ou World Eaters, elle est également un objet de rite, un objet sacré, hein. C'est un buveur de sang incarné dans une machine. Donc là, on parle vraiment d'une machine démon exceptionnelle. Et de toute manière, ça se voit sur la datasheet parce que là, on entre vraiment dans le très dur et on va être plus en fait un équivalent de chevalier impérial. Donc on est sur une machine à 450 points, 24 points de vie, endurance 13. L'endurance 13, elle est vraiment fameuse, hein, en termes de palier à franchir. Donc voilà, un gros bébé avec une invue à 5. Et côté armement, bon alors c'est du délire, hein. C'est du délire, on a plein de canons à blast, hein, des canons de force 14, PA-4, dégâts D6 plus 2, on a des énormes Gatling, on a plein d'armes de saturation, mais en fait de la saturation qui sature à haut dégâts, hein.
Si je prends par exemple le hurleur de crâne qui a une portée de 60 pouces, c'est 2 DC tir, force 14, PA-3, dégâts 3. Là honnêtement, quand une unité impériale d'élite se prend ça dans la cheutron, il y a très peu de chances de survie. Et quand ça arrive au corps à corps, bah là le mec il est là clairement pour ouvrir des châssis en deux comme il mangerait une mandarine, hein. Lorsque vous faites 5 attaques de force 16, PA-4, dégâts 8, eh bien il suffit de 2 blesses pour ouvrir un Land Raider en deux. Donc bah voilà, sans surprise, c'est la violence totale. Et en plus, quand ça pète, ça fait D6 plus 2 mortels autour de lui. Donc autant vous dire que potentiellement, ce truc peut créer des cratères. Mais bon, à ma grande surprise, eh bien, je n'en vois jamais, hein, de seigneur des crânes. Très bizarrement, je n'ai jamais affronté une armée de World Eaters qui en intégrait un, alors que merde, quoi, waouh! Les armées de World Eaters, moi je les trouve souvent ennuyeuses, hein. C'est souvent du spam de Berserk, c'est souvent du spam de Hatebound, d'Octolier, là. Bon, pas terrible, quoi. Alors que, bah, franchement, un Lord of Skulls, là, entouré de toute une phalange de jackals, ah, ça, par contre, ça me vend du rêve, hein, clairement. Et en plus, vous avez un détachement qui vous permet de jouer, en fait, ce genre de gros gugus. On en a parlé dans l'émission sur les alliances démoniaques, hein. C'était un C'est notre projet sorti au printemps dernier, il me semble. Mais bref, un Lord of Skulls, c'est cool. Mais par contre, la figurine, bah là, c'est le genre de truc qui divise, quoi. C'est un châssis extrêmement rigide. Là, à peindre, encore une fois, c'est un très très gros morceau. Ouais. Ouais. Le Seigneur des Crânes, il divise, honnêtement. Et moi, je suis pas énormément fan. D'autant qu'en plus, ça existe sous d'autres formes. Si je prends par exemple le Khitan, hein, le Khitan qui est un peu la forme bipède du Seigneur des Crânes, hein, qui était une figurine Forge World, je la trouve autrement plus réussie. Mais néanmoins, un Seigneur des Crânes, ah, c'est quand même cool, hein. À mettre sur une table, ça prend une place folle. Si vous jouez, ah bah ça doit être pour ça que c'est pas joué. Parce que dans un layout WTC, ce truc ne sert à rien, je pense. il peut se déplacer absolument nulle part. Ouais, ça doit être typiquement à cause de ça. Eh bien, fuck you, WTC. Il faut absolument jouer un Seigneur des Crânes si vous avez une armée de World Eaters. Ça me paraît tout simplement indispensable. Bon, et je suis bien obligé de faire une petite parenthèse Death Guard, hein, dans cette émission, parce que la Death Guard, contrairement aux autres divinités du Panthéon, eh bien, elle a sa propre liste de machines démons dédiées. Donc, il existe maintenant sous ni plus ni moins que 4 formes. On retrouve dans un premier temps le petit semi-chenillé méphitique, hein, qui est une petite figurine très marrante. C'est une petite coccinelle qui émet des gaz nauséabonds, tandis qu'elle se déplace et qu'elle use en fait de sa mobilité tout-terrain pour traquer les blindés et fournir un tir de soutien, même dans des environnements accidentés. Ces petites chenilles, là, ces petites coccinelles, ce sont tout simplement nos meilleures armes anti-char en Death Guard. La Death Guard est très mal équipée en véritable arme anti-char. On trouve très très peu de canons laser ou équivalent, à moins de jouer de vieilles unités ennuyeuses comme un Predator Annihilator. Mais ce petit chenillé, bah, il est équipé de lance-missiles et de multifuseurs. Ça vous rajoute plus un touche et plus un bless lorsque vous touchez un véhicule. Donc bah, c'est d'excellents petits chasseurs de chars. Cependant, bah, un peu gamble, hein, parce que par exemple, un gros châssis, on va toujours le blesser sur du 4. Donc il y a toujours moyen de foirer un petit peu. Mais en tout cas, bah, c'est le premier membre de toute une petite famille de drones sympathiques qui existent dans les rangs de la Death Guard. Et donc, bah, ces drones, parlons-en maintenant pour de vrai, avec les 2 incarnations du drone fétide. Bah, du moins, ils en ont fait 2 datasheets maintenant, alors qu'en fait, c'est un seul et unique châssis qui peut être équipé de différentes manières. Par exemple, full lance-flamme, avec également une espèce de moissonneuse batteuse à l'avant
qui vous tape quand même à 10 attaques de dégâts 2. Et sa dernière incarnation avec Lance-Peste Lourd qui en ce moment fait fureur dans les tournois parce que ce truc est d'une violence totale. Néanmoins, enfin, quand on lit la datasheet, ça ne saute pas à la figure, mais lorsque vous ouvrez certaines synergies, comme par exemple celle que vous offre le Lord of Virulence, ce truc devient tout à fait une horreur. C'est absolument très très fort. En tout cas, ces drones fétides dans Nurgle, ils offrent quand même en fait une vision très alternative de ce que sont les machines démons. On parle ici de machines démons qui sont portées par des espèces de grosses turbines cliquetantes. C'est conçu comme base de tir mobile, mais c'est complètement infesté par une espèce de chair broyée. Donc là, faut pas demander la gueule du rituel nécessaire pour enfermer un démon là-dedans. Ça doit être tout simplement horrible. Mais en tout cas, elles sont plutôt considérées par les Marines de la Peste comme de stupides plateformes de tir mobile qu'on ne va pas hésiter à envoyer au premier rang pour en fait monopoliser l'attention de l'ennemi. Et il faut avouer que ça marche un petit peu. Bon, en tout cas, du côté des figurines, moi j'adore. De toute manière, j'en ai 6. J'ai 3 drones fétides, une avec chacune avec une option d'armement différente. Et j'ai également 3 petites coccinelles. Donc ça, je n'hésite jamais à les jouer toutes en même temps. Honnêtement, ces figurines, elles me régalent. Elles ont des règles sympas. Elles ont une arvue à 5, ce qui les rend quand même assez costauds. Elles peuvent désengager et tirer, ce qui est très précieux. Bref, moi, j'adore mes petites tondeuses et mes petites coccinelles. Je les trouve tout simplement adorables. Et une autre machine démon dans les rangs de Nurgle, eh bien, il va s'agir du chenillé Crash Pest, le fameux Plague Burst Crawler. Donc, ce chenillé, il a été conçu par Mortarion en personne. Donc, on ne sait pas trop comment, mais ça doit être à peu près le même type de rituel que les autres, et sans compter que Mortarion, lui, il sait tout faire. Il est à la fois ingénieur, sorcier, et puis bon, les compétences d'un apôtre noir, nul doute qu'il les détient lui aussi, donc il a créé ça. Moi, je l'ai trouvé un peu timide, le Mortarion, pour le coup. Du moins, en fait, c'est sans doute ce qui me dérange dans la figurine. On a une figurine complètement armurée qui, justement, ne nous offre absolument rien d'organique, contrairement à tous ces petits frères drones et coccinelles. Donc ça, je trouve ça assez dommage. C'est qu'on a une figurine, à mon sens, qui est trop sage. Le design est super cool, c'est vraiment un tank pas comme les autres, mais je trouve qu'il manque cette part véritablement organique liée à Nurgle. En tout cas, sur une table de jeu, c'est une figurine assez chère quand même. Elle n'est pas plus solide que ça, avec 12 PV endurance 10, mais néanmoins, on apprécie en fait le soutien qu'elle nous offre en termes de tir. Du tir, en fait, ça dépend comment on joue Death Guard. On peut très bien jouer une Death Guard très axée tir, mais en tout cas, moi, comme je joue très principalement corps à corps, eh bien, le petit mortier, on va pas se mentir, il fait quand même du bien. C'est une grosse arme à blast, D6 plus 3 tirs blast, force 8, PA-1, dégâts 2, touche fatale, donc quand même cool. On peut tirer de manière indirecte, ce qui va réduire quand même notre efficacité. Et du côté des armes latérales, là, on peut choisir un double lance-flamme ou un double canon entropie. Le canon entropie, c'est une espèce de canon laser du pauvre, tandis que le double lance-flamme lourd, ce fameux lance-flamme qui est anti-infanterie de plus, c'est quand même une excellente arme de dissuasion pour les tirs en état d'alerte, ou si vous laissez par exemple votre chenillé en fond de map, ça va pas mal vous protéger des frappes en profondeur ennemies. Donc en termes de jeu, quand même très très sympa ce petit chenillé. Pour l'instant, je n'en ai pas qu'un seul. J'en ai un autre en stock, mais j'ai désormais terriblement la flemme de repeindre de la Death Guard. Mais nul doute que ça arrivera quand même parce que il y a tout simplement le nouveau Defiler qui arrive. Et ce nouveau Defiler, comme tout le monde, je vais en vouloir un. Donc peut-être que je vais profiter de la peinture de ce Defiler pour me faire un deuxième petit chenillé dans la foulée. À vrai dire, c'est une figurine vraiment facile à peindre. Elle présente de grandes surfaces. Dès lors qu'on choisisse en fait de faire un weathering poussé,
Voilà, ça se fait tout seul, on le badigeonne d'huile, on le poc-poc à l'éponge. Honnêtement, c'est no big deal, un Plague Burst Crawler, ça se peint très très facilement. En tout cas, la parenthèse Nurgle dans cette émission, elle était absolument nécessaire parce que pour l'heure, c'est la seule faction du Panthéon qui vous offre en fait une telle brochette de machines démons et on aimerait naturellement voir les autres divinités des puissances de la ruine en fait s'enrichir d'une gamme pareille et on peut imaginer des trucs super, hein, une machine démon d'assaut du côté Khorne, une machine démon mais complètement pétée de vent de magie du côté de Tzeentch. Il y a tant à faire du côté des machines démons encore. On a quand même déroulé un certain nombre de datasheets, mais potentiellement tout ceci ne pourrait représenter qu'une moitié, hein. Mais je ne peux pas parler de tout pour autant, car les machines démons, finalement, elles sont absolument innombrables. Si on compte ce qui vient d'anciennes versions de Warhammer 40 000, ce qui vient des anciennes versions Imperial Armor, des unités Forge World, des unités sorties pendant la version Apocalypse du jeu, plus tout ce qui nous vient du format de jeu épique, finalement, les machines démons, elles sont absolument innombrables, hein. Si je vous parle du broyeur d'âme, de tracker Scintillax, de tracker Erax, de tracker Essemer, Ténébrax, Cerperos, en gros tout ce qui nous vient de la faction Dark Mechanicum, hein, une faction qui a potentiellement énormément de machines démons à nous offrir. Du côté de Tzeentch, on retrouve beaucoup d'autres machines démons comme l'oiseau de feu, l'oiseau de mort, la raie de l'éther ou les tours argentées. Chez Slaanesh, de mémoire, on avait un marcheur infernal, un fléau infernal. Khorne était pas mal doté, hein, en termes de machines démons un peu antiques, hein, comme le chaudron de sang, l'exterminateur, la faucheuse de sang, le foudroyeur, le fameux Khitan dont je vous avais parlé, qui est toujours dispo chez Forge World, tout comme le magnifique Scorpion d'airain, hein, c'est une figurine mais que j'adore vraiment. Le Scorpion d'airain, c'est une maquette de foufou, hein, ça a une gueule terrible dans une armée de World Eaters, sans parler de la tour des crânes, du trône de sang, et du côté de Nurgle, il y en a d'autres, hein, manifestement, les fameuses tours de la peste qu'on avait pu voir à Epic, le mastodon de la peste également, ou le bête Blight Drone, lui aussi qui a pris un énorme coup de vieux. Bref, il y a énormément de machines démons, je ne peux pas parler de toutes aujourd'hui. Par contre, on peut parler sur les détachements qui vous permettent finalement de jouer des armées 100% dédiées aux machines démons. Vous en avez partout, hein. Dans le codex Space Marine du Chaos, vous avez un Soul Forged Warpack qui est tout simplement le détachement machine démon qui honnêtement est extrêmement violent, d'autant plus si vous vous amusez à y inclure Vashtor parce que ce petit mec il va vous débloquer du contenu supplémentaire. Donc un détachement machine démon, là il y a moyen en fait de faire des armées mais complètement... Enfin, c'est un rouleau compresseur de machines démons, hein. Vous prenez 2 Ferrocentaurus, 2 Ferrocerberus, 2 Métadrac, vous mettez 2 Venom Crawler, quelques Méta Brutus, enfin, quel cauchemar. Bon, évidemment, ça s'accompagne quand même de quelques phalanges de légionnaires. Et si vous voulez jouer naturellement le côté lore, en fait, ce genre d'armée, elle serait tout à fait sexy une fois menée par un seigneur de la Discord, hein. Pour moi, je vous ai dit, c'est le meilleur warlord, je pense, pour mener une armée de machines démons. Mais en fait, ce type de détachement ne s'arrête pas au simple codex SMC, parce que dans tous les codex en fait liés au Panthéon, vous allez toujours trouver un détachement axé véhicule. Donc, ce ne sera pas forcément axé 100% machine démon, mais les machines démons étant des véhicules, en fait, ça rend à chaque fois ces détachements très jouables avec l'optique d'aligner un maximum de machines démons. Bon, cependant, comme je vous l'ai dit, on manque encore un peu de personnalité du côté
des autres divinités. Par contre, il y a des alliances qui sont assez heureuses. Par exemple, les Pharaons Centaurus et Cerberus en World Eaters, ça claque de fou. Franchement, ça a un look tout à fait corne. On parle de chien énorme. Le chien énorme, c'est un symbole même de corne. Donc ça, dans une armée de World Eaters, honnêtement, ça claque. C'est du côté Slaanesh et Tzeentch où les choses sont un peu moins évidentes. Chez Tzeentch, moi, j'aime beaucoup le Métadrak, par exemple. Je trouve que voilà, il y a tellement de doré dessus qu'on rejoint un peu cet aspect très pimp, très antiquité New Age lié au Thousand Sons. J'aime beaucoup le Métadrak chez Tzeentch, honnêtement, ça a de la gueule. Chez Slaanesh, je sais pas trop. Honnêtement, chez Slaanesh, il n'y a pas grand-chose qui colle à mon sens. C'est pas assez organique, c'est pas assez vicieux. Bon, là encore, j'espère qu'on aura potentiellement un jour un vrai véhicule machine démon de Slaanesh à se mettre sous la dent un jour. Mais en tout cas, si vous voulez jouer des machines démons avec ces factions-là, vous avez un détachement qui vous permettra de le faire. Et concernant la Death Guard, là, on a un véritable détachement machine démon à se mettre sous la dent. C'est pas étonnant vu le nombre de figurines qu'on a à disposition, mais ça s'appelle le marteau de Mortarion et c'est un détachement de machines démons tout à fait kiffant qui vous offre plein de mécaniques pour aligner un maximum de coccinelles, de tondeuses, de semi-chenillés et à l'issue de tout ça, nul doute qu'on viendra y ajouter le tout nouveau Defiler. Je ne vous ai pas parlé aujourd'hui de l'ancienne datasheet du Defiler parce que désormais je crois qu'on s'en fout. Tout ceci va être réincarné et à mon avis, vu la taille de ce nouveau bébé, ça sera sans doute un équivalent de Seigneur des Crânes, je pense. Le truc a l'air tellement énorme que je pense qu'on sera sur un équivalent d'Imperial Knight en termes de datasheet. Mais en tout cas, vous le voyez, en termes de machine démon, il y a de quoi faire. Donc je pense que dès lors qu'on joue Space Marine du Chaos, on va toujours en inclure quelques-unes. Le choix est plutôt cool. On peut prendre des petites, des grosses, on peut même en spammer quelques-unes. Mais à chaque fois, la perspective de jouer un détachement entier qui tourne autour de ces machines, il est quand même assez séduisant. Bon, là, néanmoins, ça se pourrait très bien qu'on rentre dans une catégorie de jeu qui ne soit plus sympa du tout. Surtout, en fait, que ce soit le Hammer of Mortarion ou le Soulforge Warpack, ce sont deux détachements mais extrêmement vilains, avec des synergies mais terribles à faire éclore. Vous allez pouvoir en fait défoncer des bâtiments avec vos machines démons. À chaque fois en fait on retrouve le même type de mécanique. C'est souvent des mécaniques de mouvement. On n'exagère pas trop sur l'attrition parce qu'en fait l'attrition, ces machines en général elles l'ont déjà. Mais par exemple dans le cas de la Death Guard, en fait, en même temps que l'on joue énormément de machines, il se passe en arrière-plan une espèce de bombardement miasmatique qui va vous permettre en fait de cibler et de faire des unités infectées, des unités à couvert, en gros des unités qui vont être loin de vous sur la map. Et en fait, ça vous débloque des synergies absolument terribles parce que dans la foulée, vous allez pouvoir faire frappe en profondeur avec des Death Shroud sur des unités infectées au loin. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs très méchants liés à l'utilisation des machines démons. C'est complètement brutal. Et bien, c'est exactement pour ça que j'en ai parlé dans ce numéro de Brutal Hammer. Bon les gars, n'hésitez pas à partager votre expérience sur le Discord autour des machines démons. D'ailleurs, si vous en avez peintes, on sera curieux de voir ça. Surtout vos Métadrak, vraiment qui est la pièce maîtresse en termes de peinture au sein de toutes ces petites datasheets. N'hésitez pas à échanger à ce sujet sur le Discord ou ailleurs. Écoutez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les petits partenariats qui vont bien. Faites vos courses chez My Hobby Place. Allez acheter de superbes décors en PLA chez Arrakis Miniatures avec le code RURAL15. Vous m'en direz des nouvelles. Et surtout, maintenez-vous informés des prochaines réunions Tupper Warp. La prochaine, c'est le 28 mars. C'est dans 2 semaines à la Grotte à Bière. Il me reste quelques places.
podcast, donc n'hésitez pas à venir faire coucou. On va faire du 3 versus 3 narratif. Je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions et d'autres annonces en tout genre. Portez-vous bien les loulous, des gros bisous.